Il y a une histoire que les marins se racontent depuis plus de 300 ans. Pas dans les livres, pas dans les salles de classe, mais à voix basse, la nuit, quand la brume se lève sur la mer et que les contours des vagues deviennent flous. Une histoire qui parle d'un navire que personne ne peut atteindre, d'un capitaine qui a défié Dieu lui-même et d'une malédiction si puissante qu'elle résiste encore aujourd'hui à toute explication rationnelle. Ce soir, on va plonger ensemble au cœur du mythe le plus terrifiant de toute l'histoire maritime. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre sur le Hollandais volant va changer la façon dont vous regardez la mer. Commençons par poser le décor. Nous sommes au XVIIIe siècle, l'âge d'or de la navigation hollandaise. Les Provinces-Unies dominent les mers, leurs navires sillonnent les routes commerciales les plus dangereuses du monde. Et la compagnie néerlandaise des Indes orientales, la fameuse VOC, est l'entreprise la plus puissante de la planète. Dans ce contexte de compétition féroce entre capitaines, un homme se distingue de tous les autres. Son nom, Bernard Fock. Fock n'est pas un marin ordinaire, c'est une légende vivante, une anomalie. En 1678, il relie les Provinces-Unies à l'île de Java en 3 mois et 4 jours. Soit un exploit absolument incroyable pour l'époque. Une performance si spectaculaire qu'elle dépasse l'entendement de ses contemporains. On raconte qu'il volait littéralement sur l'eau, que son navire filait à une allure que les autres capitaines n'atteindraient jamais. Et quand quelque chose échappe à toute explication logique, les humains font ce qu'ils ont toujours fait. Ils cherchent une cause surnaturelle. Les marins commencent alors à murmurer que Fock a vendu son âme au diable, que c'est Satan lui-même qui gonfle ses voiles et que le chien noir à bord du navire n'est autre que le démon en personne. Et puis un jour, Fock disparaît. Son navire ne rentre pas. Aucun corps, aucun débris, aucune trace. Juste le silence et l'océan. Ce mystère va sceller définitivement son entrée dans la légende. Mais l'histoire du Hollandais volant, c'est aussi celle d'un autre capitaine. Peut-être fictif, peut-être réel, dont les versions se superposent et se contredisent selon les siècles. On l'appelle Van der Decken. Son orthographe varie selon les auteurs. Et son histoire commence lors d'un voyage de retour vers Amsterdam en 1641. Son navire approche du cap de Bonne-Espérance, cette pointe extrême de l'Afrique du Sud que les marins appellent parfois le cap des tempêtes. Et pour cause, c'est l'un des endroits les plus imprévisibles et meurtriers sur toute la surface du globe. Les vents y changent brusquement, les courants s'y affrontent violemment et les rochers affleurent sous une eau noire comme l'encre. Ce jour-là, une tempête monstrueuse surgit de nulle part. Le ciel vire au vert, les vagues atteignent des hauteurs impossibles et l'équipage, pris de panique, supplie le capitaine de faire demi-tour et d'attendre que la mer se calme dans la baie de la Table. Van der Decken refuse. Pire que cela, il rejette les supplications de ses hommes avec une arrogance absolue. Quand le premier officier tente de le forcer à faire demi-tour, le capitaine le saisit et le jette par-dessus bord dans les flots déchaînés. Et alors, dans l'écume et le tonnerre, Van der Decken lève les poings vers le ciel et hurle « Je contournerai ce cap, dussé-je naviguer jusqu'au jour du jugement dernier !» Ce cri de défi va sceller le destin de tout un équipage. Selon la légende, une forme lumineuse apparaît alors sur le pont. Ni tout à fait humaine, ni tout à fait céleste. Certaines versions parlent d'un ange, d'autres du diable en personne, venu prendre le capitaine au mot. La sentence tombe comme un couperet. Van der Decken errera sur les mers pour l'éternité. Jamais il ne pourra accoster, jamais il ne trouvera le repos et tout navire qui croisera sa route sera frappé par le malheur. Alors si vous trouvez cette histoire fascinante, c'est exactement le genre de contenu qu'on explore ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, comme ça vous ne raterez aucune plongée dans les grandes légendes et mystères de l'histoire. Le navire, désormais connu sous le nom du Hollandais volant, est condamné à naviguer éternellement. Ses voiles déployées contre des vents qui n'existent pas. Son équipage réduit à l'état d'âme errante. Et voilà où les choses deviennent vraiment troublantes. Les témoignages. Parce que si cette histoire s'était cantonnée aux veillées de marins alcoolisés, elle ne serait pas là à nous hanter 3 siècles plus tard. Non, le Hollandais volant a été vu, documenté, consigné par des gens dont la crédibilité est difficile à remettre en question. Le témoignage le plus célèbre est sans doute celui du 11 juillet 1881. À bord du navire-école HMS Bacchante, navigue un jeune homme de 16 ans, le duc d'York, futur roi George V d'Angleterre. Cette nuit-là, à 4 heures du matin, au large des côtes australiennes, la vigie donne l'alerte. Un brick, un navire à 2 mâts, surgit des ténèbres entouré d'une lueur rouge sang. Ses mâts et ses voiles parfaitement visibles à 200 verges à peine. La mer est calme, le ciel est clair. 13 membres d'équipage voient le même phénomène en même temps. Le futur roi lui-même couche l'observation dans son journal de bord avec une précision troublante. Et puis, en quelques secondes, le navire disparaît comme s'il n'avait jamais existé.
Quelques heures après cette apparition, le matelot qui avait le premier signalé le fantôme chute du haut du mât et se tue sur le pont. La coïncidence est saisissante. Ce n'est pas le seul témoignage de ce type. En 1835, un capitaine britannique décrit dans son journal de bord un navire fonçant droit sur lui à toute allure, sur une mer démontée, avant de se volatiliser à quelques dizaines de mètres seulement. En 1939, sur la plage de Glencairn, en Afrique du Sud, une douzaine de baigneurs voient un voilier ancien traverser l'horizon à vive allure, toute voile dehors, alors qu'il n'y a pas un souffle de vent. Le navire disparaît sans laisser aucune trace. Et peut-être le plus étrange de tous, durant la Seconde Guerre mondiale, l'équipage d'un sous-marin allemand, un U-boat en pleine bataille de l'Atlantique, rapporte avoir aperçu le Hollandais volant surgir des profondeurs noires de l'océan. Dans la folie meurtrière de la guerre sous-marine, des hommes endurcis voient un navire fantôme du XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? La science a une réponse, et elle est à la fois rationnelle et déconcertante. Le phénomène s'appelle la Fata Morgana, une forme de mirage complexe qui se produit dans des conditions très particulières en mer. Quand des couches d'air aux températures différentes se superposent à la surface de l'eau salée, elles créent une sorte de lentille naturelle qui réfracte la lumière de façon spectaculaire. Le résultat, des images de navires situés bien au-delà de l'horizon. Parfois, des dizaines de kilomètres sont projetés dans le ciel, retournés, amplifiés, déformés. Des navires qui semblent voler au-dessus de l'eau, surgir du néant ou disparaître en une fraction de seconde. La Fata Morgana explique la mécanique du phénomène optique. Ce qu'elle n'explique pas facilement, c'est pourquoi des observateurs distincts, à des siècles d'intervalle, décrivent systématiquement le même type de navire. Un voilier ancien à 2 ou 3 mâts, entouré d'une lumière étrange. Ni un cargo moderne, ni un chalutier, toujours un navire sorti d'un autre temps. C'est là que la légende prend sa vraie force, dans cet espace inconfortable entre l'explication rationnelle et le doute persistant. Et c'est exactement cet espace qu'ont exploité les plus grands artistes du 19e siècle. Heinrich Heine, le poète allemand, est l'un des premiers à donner une dimension romantique au mythe en 1821. Dans sa version, il introduit un élément qui va transformer le Hollandais volant en figure tragique plutôt qu'en simple monstre marin. La possibilité de la rédemption. Tous les 7 ans, le capitaine maudit peut poser le pied à terre et chercher une femme capable de l'aimer d'un amour pur et fidèle jusqu'à la mort. Si elle existe, la malédiction sera brisée. Sinon, la traversée continue. C'est cette version qui va inspirer Richard Wagner, qui en fait un opéra en 1843, Der Fliegende Holländer, l'une de ses premières grandes œuvres. Ce qui est fascinant dans la genèse de cet opéra, c'est que Wagner n'a pas inventé l'ambiance dans un bureau, il l'a vécu. En 1839, lors d'une traversée en mer Baltique vers Londres, son navire est pris dans une tempête d'une violence extrême. Le bateau faillit sombrer plusieurs fois, les vagues s'abattaient sur les ponts, l'équipage hurlait. Wagner, terrorisé et fasciné à la fois, reste vissé sur le pont à observer le déchaînement des éléments. Il entend les marins chanter pour se donner du courage, il voit la côte norvégienne surgir dans les éclairs, il ressent dans ses os ce que signifie vraiment être à la merci de l'océan. 4 ans plus tard, tout cela se retrouve dans la musique. Dans les chants de marins, dans les rugissements de l'orchestre, l'opéra transforme définitivement le Hollandais volant en icône culturelle mondiale. La littérature s'empare aussi du mythe avec une voracité remarquable. Frédéric Marryat, en 1839, publie The Phantom Ship, un roman qui popularise le nom de Vanderdecken et en fait l'archétype du capitaine maudit dans la littérature maritime anglaise. Edgar Allan Poe, le maître de l'horreur, glisse une référence glaçante à un brick hollandais peuplé de cadavres dans ses aventures d'Arthur Gordon Pym. Victor Hugo lui-même évoque ce sinistre pirate de l'infini dans La Légende des siècles. Et puis vient le XXe siècle, et le Hollandais volant entre dans le cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo et l'animation. En 1951, le film Pandora met en scène James Mason dans le rôle du capitaine fantôme face à une Ava Gardner incandescente dans une version surréaliste et mélancolique. La franchise Pirates des Caraïbes, qui a marqué des générations entières, propose sa propre réinterprétation avec le capitaine Davy Jones à la barre d'un vaisseau organique qui plonge sous les flots et remonte des profondeurs comme un monstre vivant. Dans One Piece, l'un des mangas les plus lus au monde, le Hollandais volant repose au fond de l'océan et c'est à l'équipage de Luffy de l'affronter dans les abysses. Bob l'éponge en a fait un personnage récurrent et comique qui terrorise les habitants de Bikini Bottom, prouvant que même les enfants de 5 ans connaissent quelque chose de cette légende.
Ce qui est remarquable, c'est que derrière toutes ces adaptations, derrière tous ces siècles de récits et de témoignages, le fond de l'histoire reste le même. Un homme qui refuse de plier devant la nature, un homme qui croit que sa volonté est plus puissante que les éléments et qui paye le prix de cet orgueil pour l'éternité. Pour les marins qui ont vécu pendant des siècles à la merci de l'océan, cette histoire disait quelque chose d'essentiel. La mer n'est pas une adversaire qu'on peut vaincre. Elle peut vous tolérer, vous transporter, parfois même vous épargner, mais jamais vous ne la dominerez. Bernard Pfokke a peut-être réellement couru plus vite que tous les autres. Van der Decken a peut-être vraiment tenu tête à une tempête qui aurait dû le tuer. Mais l'océan a le dernier mot, toujours. Ce qui rend le Hollandais volant si résistant au temps, c'est précisément qu'il n'est pas une histoire de bateau hanté. C'est une histoire sur la limite entre le courage et la folie, sur ce moment précis où l'audace bascule dans l'arrogance. Sur la fascination morbide que les êtres humains ont toujours eue pour ceux qui osent défier l'inimaginable, même quand cela les détruit. Et c'est peut-être pour ça que, 300 ans après sa naissance, ce mythe navigue toujours. Quelque part sur l'Atlantique ou dans l'océan Indien, dans la brume du cap de Bonne-Espérance, par une nuit sans lune, il y a peut-être encore un navire dont les voiles se gonflent d'un vent qui n'existe pas. Et si jamais vous voyez une lumière rouge se déplacer sur l'horizon, une silhouette à 2 mâts surgir de nulle part avant de disparaître, souvenez-vous d'une chose. Les marins disent qu'il ne faut jamais la signaler parce que le premier à l'avoir vue n'en revient jamais.